Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Aujourd'hui, l'actrice du podcast s'appelle Joëlle Smets. Elle est sexologue et historienne de l'art. Et j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour la sortie de son livre paru aux éditions Kennes, qui s'appelle « La puissance sexuelle des femmes ». Et comme première question, je lui ai demandé un petit peu de se présenter. Alors, je m'appelle Joëlle Smets, je suis sexologue clinicienne et l'autrice plutôt du livre « La puissance sexuelle des femmes ». Une sexologue, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à aider les gens à être épanouis dans leur vie intime. Et l'intimité, on va en parler. Est-ce que l'intimité entre un homme et une femme, est-ce que c'est quelque chose de inné ou d'acquis ? Est-ce qu'on doit apprendre, disons-le, à faire l'amour ? Bien sûr que ça s'apprend, c'est évident. Alors on croit toujours beaucoup de personnes croient que la sexualité est quelque chose de purement physiologique qui est inné, mais c'est acquis. On apprend à faire l'amour. Et même les animaux apprennent aussi à faire l'amour. Des expériences ont montré qu'un petit rat qu'on élève tout seul, qui n'a pas la possibilité de jouer avec ses petits frères et ses petites sœurs, pour utiliser un terme très humain, quand on le met en face d'une femelle qui est juste dans sa période de fertilité, il ne sait pas par quelle bout la prendre. Ça, c'est chez des petits rats qu'on a montré ça. On a montré que chez les singes aussi, on prend un singe d'une race A qu'on élève avec des singes d'une race B. Quand on le remet, donc il apprend les codes, les façons de s'approcher, les cris de la race B où il a grandi. Quand on le remet avec ses congénères de sa race initiale, il ne parvient pas à comprendre les codes. Donc même chez les animaux, il y a des rites qui sont appris. Mais chez nous, c'est évident que notre sexualité, elle est apprise. Plus on le fait, plus on apprend à le faire, et mieux on le fait en principe. Je voudrais qu'on parle de votre livre « La puissance sexuelle des femmes » qui est paru chez Kennes. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre ? Mais ce qui m'a inspiré, c'est la sexualité. J'avais envie de faire un focus sur les femmes qui sont sans doute moins bien dans leur vie sexuelle et qui pourtant consultent moins que les hommes. Donc j'avais envie de leur offrir un livre qui est à la fois focus sur la sexualité, mais qui a une approche très sociologique et qui rejoint aussi une sensibilité que j'ai qui est féministe. Donc c'est un livre qui est à la fois orienté sur l'épanouissement sexuel, mais qui l'approche par le biais sociologique, et un livre donc qui associe féminisme et sexualité. Donc c'est un livre engagé ? Oui, engagé parce que c'est ma sensibilité féministe qui parle à ce moment-là aussi, et qui montre comment la sexualité des femmes est sans doute moins épanouie parce qu'elle est contrôlée énormément par toutes des normes socioculturelles qui sont héritées du patriarcat. Le patriarcat s'est constitué sur le corps des femmes.
Quels sont les objectifs de votre livre ? Bien que les femmes prennent leur sexualité en main, qu'elles ne la confient pas à leur partenaire pour être bien dans sa vie intime. Et ça déborde la sphère sexuelle, simplement le fait d'avoir du plaisir ou d'orgasmer. Être épanoui dans sa vie sexuelle, ça conforte, ça peut être un moyen d'empouvoirment, pour employer une formule un peu anglo-saxonne. Parce que la sexualité, c'est plus qu'avoir du plaisir, ça nous ancre dans notre sentiment identitaire. Ça participe au bonheur personnel et relationnel. C'est pas pour rien que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que chacune et chacun en a droit à une sexualité épanouie. J'ai interviewé des autrices et des auteurs aussi qui écrivaient des romans. Dans ce roman, il ou elle mettait d'eux-mêmes. Vous avez puisé dans vos expériences personnelles aussi pour écrire ce livre ? Non, pas trop. Sauf ma sensibilité féministe. C'est pas, au contraire, chaque petit chapitre est basé sur des études scientifiques. Parce que c'est quelque chose que j'observe. En fait, on a tendance aujourd'hui c'est quelque chose que j'observe dans mes consultations. On a tendance à psychologiser et à responsabiliser tout un chacun et chacune par rapport aux problèmes qu'on vit. Or, nos problèmes sont certes individuels et personnels, mais pas seulement. Si les femmes sont mal dans leur sexualité, c'est pas de leur faute à elles. Ça peut être en partie, mais c'est aussi parce qu'elles vivent dans une société qui est régie par des normes. Si tant de femmes perdent le désir et sont dans le mal-être par rapport à ça, elles viennent chez moi très stressées, angoissées. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai vécu pour ne pas avoir de désir? Et quand je leur explique que toute la société patriarcale a tout fait pour contrôler la sexualité des femmes et minimiser leurs désirs, et que c'est une problématique que vivent tellement de femmes, ça les rassure, elles se disent « Oh, c'est pas moi ». Donc je suis pas partie de... Mon approche, je pars pas de l'individu ou de moi en l'occurrence, mais au contraire d'études globales. Parce que même si nous sommes chacune unique, il y a des problématiques qu'on partage toutes. Vous parlez du patriarcat qui domine un peu la sexualité féminine. Quel est le but en fait de cette domination ? Qu'est-ce que ça peut apporter ou pas aux hommes de dominer la sexualité féminine ? Alors le patriarcat, il s'est constitué quand les hommes, les humains, se sont sédentarisés. Donc c'est vers moins 10 000. À partir de ce moment-là, on a travaillé la terre et on a réparti les tâches entre les sexes. Les femmes, à ce moment-là, ont été assignées à la reproduction et à la sphère intime. Les hommes se sont appropriés le monde extérieur avec tous les moyens économiques qu'il y avait. La femme a été assignée à un rôle de reproduction, alors que quand nous étions chasseurs-cueilleurs, les anthropologues estiment qu'il y avait une beaucoup plus grande égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit pour la tâche, chasse, déplacement, gestion des enfants. Il y avait un grand partage. Mais au moment où on se sédentarise, les fonctions sont partagées et la femme est assignée à la reproduction. Donc elle doit faire le plus d'enfants possible parce que ce seront autant de mains qui vont pouvoir travailler la terre. Alors qu'auparavant, quand on était chasseur-cueilleur, un enfant ralentissait le groupe. Donc on pense que les femmes, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études anthropologiques, que les femmes avaient des enfants tous les 3-4 ans. Donc elles avaient sans doute un moyen pour contrôler leur fertilité, ou alors on abandonnait les enfants à la naissance. Mais donc il y avait peu d'enfants, et c'était des enfants qui étaient pris en charge par le groupe. Je reviens à la sédentarisation. À ce moment-là, les enfants deviennent
essentielles. Ce sont des mains qui peuvent travailler la terre. À ce moment-là, donc, la femme n'est plus qu'un corps reproductif et il faut tout faire pour minimiser sa sexualité, parce que si une femme est trop sexuelle et qu'elle aime trop le plaisir, elle risque de faire un enfant avec le propriétaire du terrain d'à côté. Donc ça veut dire que vous, propriétaire d'une terre, puisque vous êtes sédentaire, vous allez transmettre votre bien, non pas à votre héritier biologique, mais à un bâtard. Donc tout a été fait pour contrôler le corps des femmes et diminuer leur intérêt pour la sexualité. Alors diminuer cet intérêt pour la sexualité, on le sait, il a été fait de façon mutilante, horrible à travers le monde, et ça continue encore par rapport notamment aux pratiques de l'excision. Mais alors, ou bien on peut persuader les femmes qu'elles ne sont pas du tout des êtres sexués, que tout ce qui les intéresse, c'est de s'occuper des autres, d'être dans le relationnel. Donc on a mis en place toute une vision de la sexualité féminine, hein, une sexualité émotionnelle, relationnelle, une sexualité passive, etc. Donc il y a des tas de normes qui ont été faites pour minimiser l'intérêt des femmes pour la sexualité, pour pouvoir mieux contrôler les femmes. Mais on peut dire que depuis mai 68, elle a quand même évolué cette sexualité, et je pense dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la libération sexuelle a évidemment changé les normes, mais c'est-à-dire que les femmes ont été plus libres d'avoir une sexualité. Elles ont été plus libres, donc elles pouvaient faire l'amour avant le mariage. Donc il y a des tas de normes. Elles pouvaient qui ont sauté, faire l'amour avant le mariage, avoir une sexualité quand on est plus âgé. Il y a des tas d'éléments qui ont participé à la libération, mais on observe que la libération sexuelle, qui n'est d'ailleurs pas la seule à avoir libéré la sexualité des femmes. Il y a aussi toutes les luttes d'émancipation des femmes, puis les découvertes, plus les avancées médicales, pilules, combat pour l'avortement. Enfin, il n'y a pas que la libération sexuelle des années 70 qui a contribué à libérer la sexualité des femmes, mais on observe qu'en fait les femmes se sont libérées, mais pas totalement. En fait, elles ont adapté les codes de la sexualité masculine, sans prendre totalement en main leur propre sexualité. Et c'est ce que mon livre voudrait faire. C'est, ok, soyons libres, mais soyons conscientes de notre propre fonctionnement érotique, sensuel, sexuel. N'adoptons pas les codes de la sexualité masculine. Parce qu'aujourd'hui encore, les femmes servent la sexualité masculine. Donc, mai 68 et la libération sexuelle n'a pas vraiment libéré les femmes. À vous écouter, certains pourraient avoir un petit peu peur parce qu'ils se diraient « Ok, on va ouvrir la sexualité des femmes, on va leur donner toute la liberté, mais ça veut dire qu'elles vont aller voir ailleurs. » Qu'en est-il de la vie de couple? Est-ce que si les femmes libèrent leur sexualité, est-ce qu'il y aura encore des couples qui vont tenir 50 ans? Ou bien l'idée du couple, c'est quelque chose qui peut-être ne sera plus dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans? Mais d'abord, le couple pour 50 ans, on observe ce couple-là est en chute libre. Il y a de moins en moins de couples qui tiennent 50, 40 ou 30 ans. Donc ça, et je veux dire, libérer, c'est une autre problématique. La fidélité, l'engagement amoureux, émotionnel, sexuel est un choix que l'on fait
ou pas. C'est pas parce qu'on est libre et qu'on prend du plaisir qu'on ne peut pas dire je choisis de m'engager à vie avec quelqu'un que j'aime. Mais si on veut se préoccuper de son bonheur, son épanouissement sexuel, il faut savoir qu'il faut en prendre soin. Si on pense que la sexualité ronronne d'elle-même, va bien d'elle-même si on s'aime, ben non, ça marche pas. Donc il faut savoir comment fonctionne la sexualité. On peut être très amoureux et puis vivre petit à petit une sexualité qui s'endort et puis avoir plus de tentations. Donc il faut prendre soin de sa sexualité, de cette dimension-là de son couple, pour être heureux. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé. 65% des femmes atteignent l'orgasme contre 95% d'hommes. Est-ce que ça veut dire que l'homme, il est pas bon, il ne sait pas y faire avec les femmes? Pourquoi cette différence? Alors oui, cette différence d'ailleurs, elle porte un nom qui est le fossé orgasmique. Et ces 65%, je préciserai que ça concerne les femmes hétérosexuelles. Parce que les femmes homosexuelles, elles jouissent dans 86% des cas. Et donc rien qu'avec cette différence de 20%, on peut comprendre, il y a déjà un des éléments explicatifs. C'est que si les femmes homosexuelles jouissent beaucoup plus souvent que les femmes hétérosexuelles, c'est parce que leur relation intime inclut beaucoup plus de jeux et d'actes sexuels différents. Alors que dans une relation hétérosexuelle, la relation est plus centrée sur la pénétration, qui fait jouir les hommes, mais qui fait beaucoup moins jouir les femmes. Si un rapport sexuel se limite à la pénétration, on a 18% des femmes qui parviennent à l'orgasme. Donc, une des explications à ce fossé orgasmique, au fait que les femmes jouissent moins, il y a déjà un élément qui est le fait que le rapport est centré sur la pénétration. Il y a d'autres éléments qui expliquent aussi que les femmes jouissent peu. C'est parce qu'elles stressent. Elles stressent quand elles sont dans l'intimité, parce qu'elles se disent « Est-ce que je suis assez belle pour mon partenaire ?» Puisque le job en amour des femmes, c'est de susciter le désir des hommes. Il faut savoir aussi qu'il y a un diktat de l'image qui est immense. La pression sur le corps des femmes est sans commune mesure avec avec les pressions qui pèsent sur le corps des hommes. Donc, ces normes d'ailleurs de beauté qui sont liées au fait que le job de la femme, c'est de susciter le désir, sont de plus en plus lourdes. Donc les femmes ont des difficultés à lâcher prise. Elles se disent « mes seins, mon ventre, mes cuisses, mes fesses », donc elles sont incapables de lâcher prise. Ça, c'est une norme qui est liée au patriarcat. Autre chose, les femmes, on voit qu'elles font des double, si pas triple journée. Donc elles sont épuisées, stressées. Ces doubles, ces triples journées, c'est lié aussi au patriarcat. Donc donc je résume, il y a le fait, rapport centré sur la pénétration, stress, fatigue, diktat de l'image, hérité du patriarcat. Qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que les femmes n'investissent pas assez leur sexualité. Elles la confient trop à leur partenaire. Pour être bien dans sa sexualité, il faut se connaître, il faut la prendre en main, se connaître, savoir comment on fonctionne. Si les femmes ne le font pas, c'est sans doute aussi à cause des normes socio-culturelles, toujours liées au patriarcat. Vous l'avez compris, ça devient un leitmotiv. Désolée. Donc les femmes doivent prendre en main. Si elles sont mal, n'accusons pas les hommes. Prenons-nous chacune en main pour nous connaître, savoir comment on fonctionne. Et puis, il y a le fait qu'elles ne jouissent pas, peut y avoir des problèmes aussi.
d'état psychologique, d'état physiologique, de prise de médicaments. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui viennent impacter négativement l'épanouissement sexuel. Donc, si je comprends bien, si un homme veut peut-être, pas dire être plus performant, mais peut-être satisfaire sa compagne, il a intérêt à prendre des cours auprès d'une homosexuelle femme, d'une lesbienne en fait, puisque vous me dites qu'elles sont visiblement meilleures que les hommes. Oui, ça pourrait être une solution, c'est original, mais se renseigner, s'intéresser, demander à sa partenaire ce qu'elle aime, comment elle fonctionne. Il y en a qui le font, mais il faut avoir une partenaire qui se connaisse. Donc voilà, c'est s'intéresser, savoir que... Je crois qu'il y a de plus en plus de livres, de thérapeutes qui expliquent que faire l'amour, c'est quoi? C'est communiquer avec l'autre, avec son corps. Et son corps, c'est pas juste un pénis, c'est un vagin. Donc on peut être un excellent amant et une excellente amante, même si on a des problèmes érectiles. Parce que faire l'amour, c'est communiquer avec l'autre, avec tout son corps, avec son regard, avec ses lèvres, sa langue, ses doigts, son souffle. Voilà, nous sommes un corps qui a de multiples dimensions. Le fait d'avoir leur sexualité négligée, est-ce que cela cause chez les femmes des troubles psychiques ou voire psychologiques ? On sait que là, comme je le disais au début de l'interview, être bien dans sa sexualité, ça va au-delà de simplement avoir le plaisir d'orgasmer. C'est ne pas être bien dans sa vie sexuelle, c'est fragilisant à la fois dans un sentiment de sa propre valeur, un sentiment d'estime de soi. La sexualité a une dimension d'empouvoirment, d'affirmation. Il est vrai que notre société accorde beaucoup d'importance à la sexualité. Ça n'a pas toujours été le cas. Au 19e, la sexualité n'avait pas du tout le crédit qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est à la fois quelque chose qui participe à un sentiment d'affirmation de soi, d'équilibre, de bien-être aussi du couple. On remarque que les couples qui sont épanouis dans leur sexualité se sentent aussi plus proches émotionnellement. Mais comment les femmes qui nous écoutent peuvent-elles reprendre les rênes de leur sexualité ? Parce que c'est pas quelque chose d'évident à faire. Mais il faut lire le livre. Non, je plaisante. Oui, il faut lire le livre, mais d'ailleurs, il y a une troisième... Le livre est construit en 3 parties. Il y a une première partie qui évoque toutes les entraves à l'épanouissement sexuel des femmes. Il y a une deuxième partie qui montre toutes les potentialités de la sexualité des femmes qui sont très importante. Puis il y a une troisième partie, c'est « Ok, je sais tout ça, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant pour être plus épanouie ?» Et donc il y a des conseils, c'est s'intéresser à sa sexualité, savoir comment on fonctionne, c'est pouvoir connaître le fonctionnement de son corps, quelles sont nos zones érogènes, pouvoir se masturber, savoir comment on se masturbe, savoir quels sont nos fantasmes, savoir communiquer avec l'autre, savoir lâcher prise. Donc il y a une douzaine de conseils plus pratico-pratiques qui sont donnés dans la dernière partie du livre. Et l'homme, quel est son rôle justement pour aider sa compagne à reprendre les rênes de leur sexualité ? Mais c'est moi ce que je dirais, c'est dans un couple le plus important, c'est de communiquer. Voilà, il faut pas, enfin là j'emploie un mot un peu marketing, presque débriefer après chaque rapport, dire tiens, comment est-ce que toi tu t'es senti, est-ce que tu étais à l'aise, est-ce que tu as eu du plaisir, qu'est-ce que tu trouves qu'il faudrait rajouter. Mais c'est pas à l'homme à faire c'est pas seulement à l'homme à poser ces questions, c'est à la femme aussi à pouvoir dire ce qu'elle aime et à s'affirmer, mais être en soutenance par rapport à la recherche que sa partenaire pourrait avoir.
Parce que c'est étonnant, il y a une étude qui montrait que beaucoup de femmes avaient l'impression que leur partenaire ne se souciait pas. Il y avait presque 50% des femmes, je me souviens plus dans quelle étude c'était 47% des femmes qui disaient qu'elles avaient l'impression que leur partenaire ne se souciait pas de leur plaisir. Et qu'il n'y avait que 5% qui disaient qu'elles avaient un partenaire très attentifs à leur plaisir. Donc ce sont des pourcentages qui sont presque effrayants. Donc je dirais se soucier du plaisir de leur partenaire. Et comment on s'en soucie, c'est on en parle. Les médias, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'éducation à la sexualité ? Oui, bien sûr, puisque la sexualité, ça s'apprend. Donc, c'est important que les médias puissent en parler. Non pas dans les termes de performance, ni en donnant des chiffres trop précis, en disant... voilà, parce qu'on a pu lire ça dans certains magazines, il faut faire l'amour 3 fois par semaine pour être un couple épanoui. Donc dire que, oui, éduquer à la sexualité en éclairant, mais en n'oubliant pas que chacun et chacune est différent et qu'il faut trouver sa voie et qu'on peut être épanoui dans sa sexualité, même si on ne fait pas 3 fois l'amour par semaine. Donc c'est parler de sexualité, mais sans rajouter des injonctions supplémentaires. Vos recherches à l'ULB, est-ce qu'elles ont influencé votre écriture et votre vision de la sexualité ? Oui, bien sûr. Alors, avec l'ULB, je suis sur le point de terminer une grosse étude sur le désir féminin. Et oui, le fait de participer, enfin de mener une étude scientifique, oblige à une rigueur plus grande. Donc mon écriture a évolué dans le sens qu'il faut être beaucoup plus scientifique et strict dans ce qu'on dit et pouvoir ne pas avancer des choses qui sont des choses qui se disent généralement, mais pouvoir toujours appuyer tout ce qu'on dit sur des publications scientifiques. Quel a été le retour des lecteurs de votre livre, à la fois les femmes et les hommes ? Mais pour les retours que j'en ai eus, ils sont très positifs. Voilà, les gens disent qu'ils apprennent beaucoup et que c'est un livre qui a des potentialités libératrices. L'orgasme féminin, est-ce que ça fait peur aux hommes ? Je vous retournerai la question. Non, je ne sais pas s'il fait peur. Alors, ce qui a fait peur à travers l'histoire, c'est les multi-orgasmes féminins. C'est quelque chose qui a été, à travers l'histoire, très critiqué en disant que les femmes ne connaissaient pas la mesure, comme les hommes qui, après avoir joui, connaissent une période de repos. Donc, ça a un peu diabolisé, ça c'est dans le passé, c'est diaboliser les femmes qui étaient considérées comme des êtres insatiables, qui pouvaient jouir et jouir et jouir encore. Maintenant, il y a certains hommes qui s'enorgueillissent au contraire des capacités multi-orgasmiques des femmes, alors que, comme j'aime à le dire, ce ne sont pas les hommes qui donnent l'orgasme, mais les femmes qui le prennent. Un homme peut être très à l'écoute de sa partenaire, mais si celle-ci ne connaît pas son corps, ne sait pas comment elle fonctionne, ça va être très difficile pour lui d'offrir un orgasme à sa partenaire. C'est un mot qu'on a prononcé souvent dans cette interview, c'est orgasme, mais c'est quoi un orgasme dans le fond ? Alors un orgasme, c'est une manifestation, c'est l'apex du plaisir. Le plaisir monte et puis à un certain moment, il connaît un sommet qui offre des sensations de multiples sensations. Alors très concrètement, un orgasme se manifeste par des contractions répétées et rapides du périnée. Mais également, il y a des manifestations au niveau des yeux, au niveau des seins, au niveau des jambes. Mais donc, c'est un bouleversement physiologique
qui est vécu dans un plaisir intense. Alors, les femmes peuvent vivre des orgasmes à répétition. Il y a une Américaine d'ailleurs qui a eu droit, tout en restant anonyme, à une publication scientifique parce qu'elle pouvait vivre au cours d'un même rapport une centaine d'orgasmes. Et ce n'était pas une professionnelle du sexe, c'était une femme qui travaillait, qui avait 40 ans, mariée, rangée. Donc les multi-orgasmes de la femme ont fait peur dans le passé à certains hommes qui disaient que la femme était un être qui était assoiffé de plaisir. Un orgasme, est-ce que c'est un peu comme une prise de drogue ? Est-ce qu'on ressent le même plaisir ou c'est tout à fait différent ? Alors, je ne suis pas spécialiste des drogues, mais c'est un plaisir intense, oui, et qui est d'autant plus grand. Ça, je trouve que c'est intéressant quand il est bien vécu avec un partenaire qu'on aime. On voit que quand toutes les dimensions de notre être émotionnel et intellectuel et sensuel sont alignées, alors les orgasmes peuvent être vécus, ressentis comme encore plus épanouissants. Le nirvana. Alors, d'après vous, est-ce que la perception de l'orgasme féminin évolue dans le bon sens ? Oui, bien sûr, mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est de dire que l'orgasme, c'est l'apex du plaisir qui offre le saint graal des sensations, mais il ne faut pas non plus que cet orgasme devienne une nouvelle obligation. Parce que j'ai des patientes qui viennent parce qu'elles disent « je ne parviens pas à orgasmer ». C'est très bien qu'elles veuillent apprendre et qu'elles se cherchent, mais certaines femmes peuvent être pleinement épanouies lors d'une relation et dire « voilà, j'ai atteint beaucoup de plaisir, mais je n'ai pas eu mon orgasme ». Voilà, il ne faut pas que ce soit une injonction qui les déstabilise non plus. Une avant-dernière question. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur d'aller consulter un sexologue ? J'imagine peut-être des couples qui nous écoutent, qui ont des problèmes et qui disent « ah ben non, si on va voir un sexologue, c'est qu'on a de gros problèmes ». Alors, pourquoi justement d'aller voir un sexologue ? Est-ce que ça peut résoudre les problèmes d'un couple ? Ça aide, oui, ça aide beaucoup, 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 parce que la sexualité, ça s'apprend. Et que, voilà, donc c'est pourquoi ne pas aller chez un spécialiste qui va expliquer comment ça fonctionne, comment la sexualité de la femme fonctionne, comment elle fonctionne dans le couple. Le thérapeute va parler des rapports entre sexe et amour, il va parler de tas de choses, donc c'est en général très bénéfique. On peut parler de vos projets. Vous avez parlé d'une étude. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui vont sortir aussi ? J'espère après ça faire un focus peut-être plus sur le désir féminin. Ce sera en relais avec mon étude faite à l'université sur le désir féminin, pardon, pas le plaisir, sur le désir féminin. Je voudrais faire un focus là-dessus puisque la perte de désir est la première raison pour laquelle les femmes viennent consulter. Et donc, c'est une problématique très importante et qui met les femmes dans un mal-être important. Donc, ça vaut la peine de se focaliser là-dessus. Ça y est, c'est fini. Merci Joëlle Smets de vous être plié à cet exercice de l'interview. Je rappelle donc le titre de votre livre, La puissance sexuelle des femmes, paru aux éditions Kennes. Et puis si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a un site internet également. Elle a un site internet, Joëlle Smets, sexplicit.wordpress.com. Alors c'est à vous maintenant à agir, vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en dire du bien aussi autour de vous. Et puis, la chose qu'il vous reste encore à faire, c'est de vous abonner à cette plateforme de podcast des interviews d'Eric Cooper. Comme ça, vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast. Merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.